Qu'est-ce qui s'est passé avec Alpha? Comment Julia Ducournau, la réalisatrice de Grave et de la Palme d'Or Titane, a pu autant se planter avec son troisième long métrage qui devait définitivement l'imposer en réalisatrice française incontournable? C'est ce qu'on va voir. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on va parler d'une de mes plus grosses déceptions de l'année, Alpha, le troisième long métrage de Julia Ducournau que j'attendais beaucoup et qui est pour moi une sacrée catastrophe. Et peut-être qu'il faut que je commence par mettre à plat cette question de l'attente qui me semble centrale dans la réception très négative que le film a subie à peu près partout. Alpha, qui sort donc ce 20 août au cinéma, je l'ai découvert en mai dernier au Festival de Cannes où il était en compétition. Et il faut admettre que c'était un film qui avait un poids de dingue sur ses épaules. En seulement 2 longs métrages, Julia Ducournau est devenue un nom important du paysage cinématographique français. D'autant plus en étant l'une des rares représentantes d'un cinéma de genre hexagonal sans concession. En 2016, Grave avait fait sensation à la Semaine de la Critique, l'une des sélections annexes de Cannes. Les avis étaient dithyrambiques. Et en plus, il y avait le buzz autour de spectateurs qui avaient fait carrément un malaise pendant le film, ce qui a aidé le film à devenir un phénomène de festival. Et en 2021, c'était la consécration ultime et inattendue, voire un peu précoce. Titane repartait de la compétition officielle avec la Palme d'Or, catapultant au passage sa réalisatrice comme une autrice sur laquelle il faudrait définitivement compter. D'ailleurs, c'est toujours bon de rappeler qu'à Cannes, le cinéma de genre est souvent limité aux séances de minuit hors compétition, avec le mépris de classe que ça sous-entend. D'autant que la plupart du temps, ça veut dire se taper le dernier phénomène coréen qui s'avère être un sacré pétard mouillé, donc merci, mais ça va. Si je dis ça, c'est que le succès de Titane a ouvert une voie dans la compétition cannoise, où le délégué général Thierry Frémaux s'est mis à implémenter des films comme The Substance, qui ont mine de rien profité du tremplin que leur sélection à Cannes représente. Alors d'un côté, la success story de Julia Ducournau obligeait plus ou moins Thierry Frémaux à mettre Alpha en compétition. Ça aurait été bizarre qu'ils ne le mettent pas, même si d'un autre côté, on peut lui reprocher d'avoir envoyé un film pas abouti au casse-pipe, ce qui était déjà arrivé par le passé, au point de détruire la carrière d'un film, comme par exemple The Last Face de Sean Penn, l'un des plus gros nanars de ces 20 dernières années. Je vous jure, il faut le voir pour le croire. Si je précise tout ça, c'est que ce contexte influe forcément sur ma façon de voir Alpha. Mais j'ai conscience que la plupart des spectateurs s'en foutent, et peut-être d'ailleurs que la réception du public sera plus clémente. Mais bon, maintenant que ça c'est dit, pourquoi j'ai détesté Alpha? Je vais aller dans le détail juste après ce petit mot sur notre partenaire du jour. Salut! Alors qu'Antoine explique calmement pourquoi Alpha de Julia Ducournau est une déception, même si moi je trouve que le film est plutôt pas mal, je suis là pour vous parler de quelque chose qui ne vous décevra pas une seule seconde, CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Vous savez, un VPN c'est un réseau privé virtuel grâce auquel vous pouvez naviguer comme à bord d'une soucoupe volante de façon totalement libre et anonyme sur internet, puisque grâce à ce logiciel, toutes vos données sont chiffrées et tout votre trafic internet est dirigé via un canal sécurisé, de quoi éviter les tentatives de piratage dont vous pourriez être la cible de la part de personnes malveillantes ou de sites mal intentionnés. Baladez-vous donc en toute tranquillité sur la toile en restant parfaitement incognito grâce à CyberGhost. Ça fonctionne si vous êtes en France, mais aussi presque partout ailleurs, puisque les serveurs CyberGhost couvrent pas moins d'une centaine de pays différents. Mais ce n'est pas tout. Certes, CyberGhost permet de masquer votre adresse IP, ce qui est très pratique et sécurisant, mais il permet aussi d'utiliser une IP étrangère et de ne plus se retrouver limité par les restrictions des frontières virtuelles. En gros, grâce à CyberGhost, vous pouvez avoir accès à n'importe quel contenu habituellement bloqué pour vous en fonction du pays qui le diffuse. Ça veut dire un accès étendu à la presse étrangère, mais aussi à des catalogues de VOD étrangers comme ceux de Netflix, Disney+, Amazon, Apple TV+, et compagnie, qui ne proposent pas du tout la même chose pour chaque pays. CyberGhost fonctionne avec une quarantaine de services de streaming, donc laissez-moi vous dire que c'est terminé les soirées perdues à ne pas savoir quoi regarder. Ah, et accessoirement d'ailleurs, ce VPN est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, même les consoles de jeux, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents en simultané, ce qui est franchement parfait pour partager votre compte avec votre famille ou vos amis. En tout cas, je peux vous le dire, ça marche super bien. Et ce n'est pas étonnant parce que CyberGhost, ça cumule 15 ans d'expérience, 38 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Alors je sais, maintenant vous voulez aussi en faire partie et c'est normal. Ça tombe bien puisqu'un lien en description de cette vidéo vous offre une jolie réduction sur l'abonnement qui vous reviendra à seulement 2,03 € par mois. Donc on parle ici de 83% d'économie. Encore mieux, 4 mois vous seront offerts pour une souscription de 2 ans. Alors là comme ça évidemment ça vous semble trop beau pour être vrai, mais vous n'avez qu'à tester et vous verrez bien. Vous pouvez tester CyberGhost pendant 45 jours et vous faire rembourser si besoin. Bref, c'est parfait pour être l'alpha et l'oméga d'Internet tout en étant peinard chez soi.
Je préfère préciser un truc tout de suite. Alpha a fait le choix d'une promotion très mystérieuse, qui a notamment caché son vrai sujet et son élément fantastique principal. Il va falloir que j'en parle, donc si vous voulez vous garder la surprise, revenez voir cette vidéo quand vous aurez vu le film. Alpha raconte donc l'histoire d'Alpha, oui c'est son prénom, une jeune ado de 13 ans qui démarre le film en recevant lors d'une soirée un peu pompette un tatouage sans trop savoir d'où venait l'aiguille. Pas de bol, tout ça se déroule dans un contexte fantastique, un monde aux airs apocalyptiques où les gens infectés par une mystérieuse maladie se transforment petit à petit en statues de marbre. La seule belle idée du film, mais on y reviendra. Forcément, Alpha craint d'être potentiellement contaminé, d'autant que sa mère, incarnée par Golshifteh Farahani, est médecin. Et il y a donc deux éléments narratifs principaux dans Alpha. L'attente des résultats d'examen de la jeune héroïne et l'arrivée dans le foyer de son oncle Amin, un ancien camé que Tahar Rahim incarne dans sa meilleure parodie du Joker de Joaquin Phoenix. Concrètement, Alpha est une métaphore sur le sida. C'est assez clair, et c'est un sujet qu'on sent très personnel pour Ducournau, qui avait l'âge de son héroïne au moment de la crise du sida. La maladie qui est présentée dans le film est un état de fait, il n'y a pas de remède, tout le monde essaie de vivre avec, et ça engendre dans la première partie une paranoïa qui touche directement le personnage d'Alpha, qui se retrouve ostracisé à l'école. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'aspect cyclique que veut y mettre Julia Ducournau. Son film n'est pas marqué par une époque définie, et elle choisit même des marqueurs temporels contradictoires pour flouter les choses. Beaucoup ont pointé du doigt l'absence de téléphone portable dans le film ou la vieille voiture que Golshifteh Farahani a, alors que d'autres éléments évoquent quelque chose de plus contemporain. En ayant cette image, pour le coup très jolie, de corps malades qui meurent en se pétrifiant de façon inexorable, il y a aussi un contraste explicite entre la stagnation, la mise en pause de la société et le mouvement plein de vie de la génération que représente Alpha, et qui semble une nouvelle fois abandonnée par les adultes. Cette pétrification du système, c'est autant la gestion catastrophique de la crise du sida que les autres crises sanitaires qui n'ont fait qu'en répéter les erreurs, à commencer par celle du Covid. Et c'est là, paradoxalement, que Alpha tombe dans son propre piège. C'est un film qui voudrait parler d'une communication impossible dans une telle situation de crise, et comment ça affecte dans un système de poupées gigognes la société au sens large et l'intimité des familles, comme celle que Golshifteh Farahani essaie, en tant que mère célibataire, de recomposer avec sa fille et son frère. Sauf que justement, le film me semble incapable de faire communiquer ses intrigues et ses partis pris, qu'il complexifie inutilement par des détours sibyllins. Ça passe notamment par l'entremêlement de deux temporalités que la réalisatrice voudrait au début garder flou pour tromper le spectateur, sauf que c'est juste confus pour pas grand chose. Surtout qu'on comprend bien vite le subterfuge dès lors que le présent existe dans un étalonnage gris métallisé et bleuté et le passé dans un sépia jaune pipi. Et j'en profite d'ailleurs maintenant pour préciser que je trouve la photographie très laide. Je crois que ce qui me déçoit le plus, c'est que cette maladresse, qui essaie de se cacher sous ces couches artificielles de complexité, n'empêche pas le film de confirmer la logique thématique intéressante de la cinéaste. Alors attention parce que je m'apprête à spoiler la fin de Grave qui reposait sur un twist, donc vous pouvez skipper de quelques secondes au besoin. Ce twist, c'était que l'origine du mal, l'émergence soudaine du cannibalisme de l'héroïne, était loin de sortir de nulle part. Ça provenait de ses parents, atteints du même syndrome. Le body horror de Julia Ducournau, il observe avec quelque chose de très froid et scientifique la perfection du corps et de son fonctionnement, et comment l'horreur, le dégoût qu'il provoque, est justement ancré dans cette chair, dans les gènes qu'on se partage. La famille, c'est l'image même de cette contamination, de ces malédictions très concrètes qui se transmettent de génération en génération. Et la tragédie qui intéresse Ducournau depuis Grave, c'est de voir comment les membres sains de ces cellules familiales, et le mot est même amusant dans ce contexte, ne peuvent que devenir à leur tour des cellules contaminées. C'est toute la question d'un amour toxique, d'un lien du sang qui finit par créer des interdépendances et des cannibalisations des individus. Mais là, en fait, j'édicte une théorie sur le film qui irait très bien dans une note d'intention pour un dossier de présentation et qui dépend beaucoup de mon attrait pour les autres films de Julia Ducournau, parce que c'est notre cam à écran large. On aime parler de ce cinéma-là et de tous les autres, et si vous aimez notre franc-parler et nos analyses, c'est important de nous soutenir parce qu'on reste un petit média indépendant. Pour ça, en plus de liker et partager nos contenus gratuits comme cette vidéo, vous pouvez vous abonner contre quelques euros par mois à notre site, ce qui vous donne des contreparties comme des articles exclusifs. Le lien est dans la description et je referme la parenthèse. Pour le formuler simplement, ce qui m'attriste le plus dans Alpha, c'est que je n'ai cessé de voir ce que le film voulait faire, tout en me prenant constamment cette barrière émotionnelle qu'il crée avec le spectateur. Je ne ressens rien dans Alpha. Pas d'effroi, pas de dégoût,
pas de panique et encore moins de tristesse, malgré les gros violons que le film essaie de déployer dans sa dernière partie. La toile de symbole du long métrage reste à l'état d'esquisse, à commencer par ce sable rouge qu'on voit se répandre dans la ville, qui répond à une esthétique clipesque sans aucune accroche émotionnelle, alors qu'il voudrait parler derrière tout ça de la froideur d'un système médical dépassé, ou encore d'acharnement thérapeutique. Malheureusement, ce fourre-tout ne sait pas choisir entre son réalisme poétique et ses élans plus naturalistes. Et passé son trio de tête de personnages, le reste des personnages secondaires n'a jamais l'occasion d'exister. Petite dédicace à mon crush Emma Mackey, limitée ici à de la figuration de luxe. Ce manque d'incarnation n'aide certainement pas le worldbuilding prémâché de l'ensemble à cacher sa seule nature allégorique. Et il est là le gros du problème. Alpha semble contredire l'espoir que beaucoup mettaient dans Julia Ducournau en ce qui concerne sa vision du cinéma de genre. Et je dis bien semble parce que je pense qu'on a un peu trop vite voulu mettre la réalisatrice dans une case, et je m'inclus là-dedans. Ce que j'avais beaucoup aimé dans Grave, c'est qu'il avait le mérite d'observer avec un vrai sens du détail les systèmes qui entourent les études médicales, en l'occurrence ici celle des vétérinaires, et la violence des bizutages qui vont avec. Et c'est dans ce contexte très concret que Ducournau réveillait une forme de traumatisme enfoui pour faire de son histoire un film de monstre et un body horror vraiment cradingue. Il y avait quelque chose de social qui existait organiquement dans l'univers dépeint, et les élans extraordinaires et gore supportaient les thèmes autour de la fin de l'adolescence, d'une société qui nous apprend dès l'école une compétition qui se transforme en prédation. Un bon film de genre, c'est ça, prendre au sérieux le concept fantastique ou horrifique et le développer au premier degré pour qu'il sous-tende les métaphores qui vont avec. L'anoblissement souvent forcé du genre amène l'inverse. On pense d'abord à la métaphore, au thème qu'on veut imposer sur un concept pour justifier son existence, comme si les auteurs se croyaient plus malins que leur sujet. Et c'est cette inversion des priorités qui ressort dans Alpha. Mais si je dois être honnête, on peut pas dire que Julia Ducournau ait opéré un changement de stratégie à 180 degrés non plus. Personnellement, je trouve qu'il y a de très belles choses dans Titane, mais j'étais déjà moins fan de sa structure narrative un peu complaisante, qui crée une rupture en plein milieu en appuyant très lourdement que non, c'était pas juste un film de serial killer, mais une introspection zarbi sur la maternité. Il y avait déjà un début de bascule, et Alpha allait sans doute confirmer de quel côté allait pencher la balance. Pas de bol, c'est du côté de la pseudo-elevated horror qui choisit la posture au détriment de la sincérité. Et ça ne trompe pas, parce que cette distinction entre l'histoire concrète du film et ce qu'il veut raconter en filigrane ne se connecte jamais. Ironiquement, pour une cinéaste qu'on a toujours comparée à David Cronenberg pour son goût du body horror, Julia Ducournau semble avoir condensé en 3 films la trajectoire de son mentor de cinéma. Beaucoup reprochent à Cronenberg la scission claire entre les 2 parties de sa carrière. La première, qui a permis à un cinéma B et punk de hanter leur époque de questionnement philosophique profond, et la seconde, une fois qu'il était anobli en tant qu'auteur, marquée par un intellectualisme plus frontal et finalement moins subtil, malgré l'absence de prothèses de mouche ou de tête explosée. Et je dis ça en aimant la plupart des films récents de Cronenberg. History of Violence, chef-d'œuvre absolu. Avec Alpha, Julia Ducournau m'a semblé mettre la charrue avant les bœufs, au point d'être déjà sa propre version d'un Cronenberg vieillissant, mais sans le bagage que Cronenberg avait construit avant. D'un côté, je comprends le besoin qu'elle a pu avoir de se tourner vers un film très différent de ses précédents, afin d'éviter de se répéter après le sacre de Titane. Elle l'a d'ailleurs évoqué, notamment chez Vanity Fair, en expliquant qu'elle a carrément jeté à la poubelle le scénario qu'elle avait écrit juste après Titane. J'ai pas bien compris si c'était une première mouture de ce que serait Alpha, mais en tout cas, c'est parti. C'est à se demander si une palme d'or aussi précoce n'a pas eu un impact négatif sur la jeune cinéaste. Parce que forcément, on l'attendait au tournant. Et peut-être qu'il était de la responsabilité du Festival de Cannes de la protéger de ça, quitte à assumer que le film n'était pas assez bon pour la compétition, qui a d'ailleurs, honnêtement, brillé avec des propositions de genre, même si j'aime jamais trop le terme, vraiment incroyables, comme Sirat et Résurrection, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver nos papiers cannois sur le site d'Écran Large, et dont on reparlera au minimum sur le site quand ils sortiront, parce qu'ils défoncent. Merci de m'avoir suivi sur ce retour déçu, mais pas vraiment choqué non plus. N'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Et si vous voulez continuer avec un film beaucoup plus intéressant du Festival de Cannes 2025, il y a la vidéo d'Alexandre sur Eddington d'Ari Aster. Et moi, je vous fais des bisous baveux comme Jeff Goldblum. À la prochaine.